Bienvenue au Parcours Couple. Nous sommes très heureux que vous ayez décidé de vous joindre à nous et nous espérons que ces rencontres vous seront utiles et que vous aurez du plaisir à suivre ce parcours. Le but de ce parcours couple est de renforcer votre relation de couple ou de la restaurer si elle s'est dégradée. Je m'appelle Nikki. Et moi, Sila. Ce parcours vise à vous donner des outils pour construire une relation de qualité. Nous voulons vous encourager, que vous soyez ensemble depuis peu de temps ou depuis des années, que votre couple se porte bien ou rencontre des difficultés. Quelle que soit votre situation actuelle, vous êtes au bon endroit. Tout au long du parcours, vous apprendrez pas mal de choses sur nous. Alors, pourquoi ne pas commencer par vous raconter notre rencontre? J'avais 18 ans. L'année scolaire était terminée et je partais en vacances en Irlande. Assis au volant de ma vieille Mini verte, j'étais dans la file d'attente pour embarquer sur le ferry. C'est là que je vis cette jeune fille qui tentait de retirer un autocollant sur la voiture juste devant la mienne. J'étais captivé et je l'observais depuis plusieurs minutes quand soudain l'une de mes amies surgit à côté de ma voiture et me dit « Nikki, j'aimerais te présenter mon amie Sila ». Et donc elle me présenta à cette fille qui décollait l'autocollant. Bref, après avoir échangé quelques mots avec elle, j'étais encore plus intrigué. Nous avons fini par être voisins de chambre pendant ces 2 semaines de vacances et je suis tombé fou amoureux d'elle. Mais je n'osais rien dire, de peur qu'elle ne partage pas les mêmes sentiments pour moi. Moi aussi, j'avais craqué pour Nikki. J'avais une telle crainte que ce ne soit pas réciproque, alors, dans le doute, je n'ai rien dit. Et puis, la veille de mon départ, avant que je retourne chez moi, nous étions dans un groupe d'une quinzaine de jeunes adolescents. Un jeu était organisé dans une très vieille bâtisse irlandaise qui était complètement plongée dans le noir. Le jeu s'appelait « Un ours dans la nuit », un jeu pour se faire peur. Juste en tout bien tout honneur, ça va de soi. Et il se trouve que Nikki et moi, on s'est retrouvés tous les deux dans une pièce plongée dans le noir, tout au fond de cette immense maison. J'avoue avoir un peu manœuvré pour en arriver là. En fait, je pense que c'est moi qui avais tout manigancé. Eh bien, quoi qu'il en soit, c'est là que nous nous sommes embrassés pour la première fois et que nous avons su que nos sentiments étaient réciproques. Donc, nous avons commencé à sortir ensemble et 4 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Notre parcours de ces 42 dernières années ressemble à celui de nombreux couples. Nous avons déménagé 5 fois, avons vécu à l'étranger pendant 3 ans, nous avons vécu ensemble la naissance de nos 4 enfants, Kirsty, Benj, Barney et Josh, et toutes ces courtes nuits qui ont suivi. On a connu la joie et la fatigue d'avoir de jeunes enfants, et le plaisir et l'inquiétude liés à l'éducation des ados. Nos enfants ont tous quitté le nid à présent, et 3 d'entre eux sont mariés et sont devenus parents à leur tour. Nous savons donc ce que signifie être des beaux-parents et des grands-parents. Nous avons connu des périodes de maladie et d'incertitudes financières, mais nous avons aussi beaucoup ri ensemble et nous partageons de merveilleux souvenirs. Notre mariage est une aventure où nous avons changé et grandi ensemble, et tout en apprenant à toujours mieux nous connaître au fil des années. C'est l'une des leçons que nous avons apprises. Un mariage doit évoluer. Il n'est pas immuable. Ce principe universel est l'un de ceux sur lesquels repose ce parcours. Des principes pertinents pour tous les couples, partout. Lors de chaque rencontre, vous entendrez le témoignage de participants au parcours couple à travers le monde, mais aussi l'avis éclairé de spécialistes ainsi que de psychologues sur bon nombre de sujets que nous aborderons. Nous sommes certains qu'au fil du parcours couple et des activités proposées, vous en apprendrez davantage sur ce que peut ressentir et penser votre conjoint. Que vous soyez ensemble depuis 1 an ou même 40 ans, il vous restera toujours quelque chose à découvrir. Et c'est seulement en poursuivant cette aventure de découverte réciproque que vous pourrez entretenir et consolider votre relation. Certains parmi vous se demandent peut-être dans quoi ils se sont embarqués. Généralement, les gens ont 2 craintes à propos d'un parcours comme celui-ci. La première est qu'on leur demande de révéler des détails intimes sur leur vie privée de couple face à d'autres gens, et ils n'y tiennent absolument pas. La seconde, et souvent la plus grande crainte, est que leur partenaire puisse révéler à son tour des détails intimes sur leur relation à des étrangers, et c'est un risque qu'ils refusent de courir. Et si c'est votre cas, vous serez rassuré de savoir que vous n'aurez pas à discuter de votre relation avec qui que ce soit d'autre que votre conjoint. Pour ce faire, nous marquerons plusieurs pauses pour vous permettre de discuter à 2 des thèmes que nous aurons abordés. Pour de nombreux couples, ces temps d'échange sont la partie la plus utile de ce parcours. Voilà, nous vous en avons déjà dit un peu sur nous. À présent, nous vous invitons à vous pencher sur le premier exercice dans votre manuel. Prenez donc quelques minutes pour vous rappeler votre toute première rencontre. Racontez-vous mutuellement votre souvenir le plus marquant de cette première fois. Ainsi, vous saurez ce qui vous a attiré l'un vers l'autre.
couple se veut très pratique. Il est conçu pour vous donner les outils dont nous avons tous besoin pour établir et entretenir une relation de couple. Il nous arrivera de temps en temps de citer des passages de la Bible. Et ainsi, à l'occasion, nous pourrons évoquer pourquoi notre foi chrétienne fait une réelle différence dans notre mariage. Nous sommes certains que vous trouverez ce parcours pertinent pour vous et votre conjoint. Que vous soyez chrétien ou non, ou que vous pratiquiez une autre religion ou non. Ce parcours est basé sur le constat que le mariage est potentiellement la relation humaine la plus complice et intime possible. La Bible utilise l'image de deux personnes qui s'unissent et n'en forment plus qu'une. Au tout début de la Bible, dans le second chapitre, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc, une fois mariés, notre conjoint a la priorité. Et nous sommes unis non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, psychologiquement et même spirituellement. On pourrait se demander si le lien entre un parent et son enfant n'est pas plus étroit. Après tout, un enfant débute dans la vie en étant physiquement attaché à sa mère. Mais la mission du parent consiste à encourager l'autonomie progressive des enfants sur le plan physique et émotionnel. Le mariage emprunte le chemin inverse. Il implique deux individus qui étaient auparavant de parfaits étrangers l'un pour l'autre. Ils se rencontrent, tombent amoureux, se marient et s'engagent dans une relation caractérisée par une intimité et une interdépendance qui ne feront que croître. Ce processus n'est toutefois pas automatique et nous devons travailler sans cesse à notre mariage pour conserver ce lien étroit. On touche ici à cette idée très moderne que l'amour n'est qu'un sentiment. Et que, lorsque ce sentiment s'estompe, nous pouvons nous en aller. Mais une chose est sûre, si vous ne vous battez pas pour entretenir l'amour, vous passerez d'une relation à une autre, à la recherche de cette personne parfaite que vous imaginez trouver un jour. Pour écrire mes livres, je me rends dans une petite maison sur la côte, au Pays de Galles. Il y a quelques années, ça devait être au mois d'août, la journée était radieuse et je me promenais sur la plage. Les collines étaient magnifiques et la mer étincelait comme si quelqu'un avait répandu des millions de diamants à sa surface. Alors que je retournais vers la maison, j'ai croisé un vieux pêcheur et je lui ai dit « Cet endroit est idyllique, non ?» Il en avait peut-être assez des touristes ce jour-là parce qu'il m'a répondu rageusement « Vous devriez venir en hiver ». Lorsque je suis retourné sur la plage le lendemain, la journée était de nouveau radieuse, mais j'ai senti que la mer, le sable et les collines murmuraient « Nous aimerais-tu en hiver ?» Toute relation amoureuse traverse aussi des hivers, mais les saisons se succèdent. Je vois très souvent des couples qui sont sur le point de se séparer et qui décident de se donner une autre chance. Puis je les rencontre 5 ou 10 ans plus tard, et ils sont plus amoureux qu'ils l'auraient cru possible. Ils se demandent comment ils ont pu envisager de se séparer. Mais pour y arriver, ils ont dû dépasser cette idée très moderne que lorsqu'on n'est plus amoureux, il faut partir. Notre fille Kirsty et son mari Rick produisent du vin pétillant dans le sud de l'Angleterre. Ils nous ont appris énormément de choses à Nikki et à moi sur le travail nécessaire pour entretenir une vigne et l'amener à produire du bon vin. C'est un travail ardu. Il faut prodiguer des soins et de l'attention à la vigne selon un cycle régulier tout au long de l'année, chaque année. De quoi offrir une très belle illustration du mariage. Car prendre soin de son mariage exige du travail et de l'attention de manière régulière. Nous avons tiré 4 analogies de la culture viticole. Les 4 s'appliquent, quel que soit le stade où se trouve la relation. Peut-être que l'une des 4 est la plus pertinente pour vous en ce moment, à cause de la saison dans laquelle vous vous trouvez. La première analogie est l'ajustement. Les jeunes plants de vigne doivent s'ajuster à leur nouveau sol et c'est un processus qui dure au moins 3 ans. De façon similaire, pendant les premières années du mariage, nous avons appris à nous ajuster l'un à l'autre, apprendre à passer de « je » à « nous » et de l'indépendance à l'interdépendance. Cet ajustement n'est pas toujours facile. Très souvent, après quelques temps passés ensemble, disons quand l'amour cesse d'être aveugle et qu'on découvre pour la première fois son partenaire sous un nouveau jour, ce sont précisément les choses qui nous attiraient chez l'autre qui peuvent commencer à nous insupporter. Je m'appelle Dimas Salaberios. Moi, Tiffany Salaberios, On s'est rencontrés à l'église dans le Queens. à New York. Je sortais de l'église, elle entrait. J'ai poussé la porte et j'ai saisi sa main. Je voulais la saluer, mais j'étais incapable de trouver mes mots.
L'une des choses qui m'a le plus séduite chez Dumas, c'est son dynamisme et son charisme. Il agit comme un aimant quand il entre dans une pièce. Je trouve ça merveilleux. J'aime les femmes qui ont du caractère. Et Tiffany en a beaucoup. C'est l'une des choses qui m'ont attiré chez elle. Elle aime partager son avis et débattre. Elle se montre, disons, Passionnée. très passionnée sur tous les sujets. C'est certain. Et cela fait partie des choses qui m'ont plu chez elle. Oui, elle est le genre de femme que je voulais. Mais certains jours, là, elle est vraiment très, très passionnée. Elle défend son avis bec et ongle. Donc oui, je pense que ce sont les choses qui vous ont attiré chez quelqu'un qui finissent par devenir, disons, difficiles à gérer par moments. En découvrant à quel point nous sommes différents, nous essayons très souvent, des fois consciemment ou des fois inconsciemment, de changer notre conjoint pour qu'il nous ressemble davantage. Et au fil des années, je dois reconnaître avoir essayé de changer Nicky. Et sur plusieurs petits détails, j'essaie encore même si je n'y crois pas trop. Par exemple, j'essaie encore qu'il prévoie plus de marge avant de prendre un train ou un avion. Ou qu'il porte des pulls d'une autre couleur que le bleu. Ou encore qu'il cesse de cirer ses chaussures quand nous sommes sur le point de quitter la maison. Mais j'ai bien compris qu'il était vain de vouloir changer Nicky pour qu'il me ressemble. Ça ne marche pas. C'est l'un des principes universels du mariage. Je peux me changer, moi seule, mais je ne peux pas changer mon conjoint. Pour maintenir l'intimité, cet ajustement doit s'opérer non seulement au début, mais tout au long du mariage, parce que les changements sont inévitables, inhérents à l'existence. Les circonstances changent. Nous deux aussi, on change. Et notre relation doit ainsi s'ajuster pour intégrer ces changements. Vos conversations pendant le parcours vous permettront d'identifier les points sur lesquels vous avez besoin d'ajustement pour consolider votre relation et votre mariage. La seconde analogie tirée de la culture viticole est l'élagage. Et les vignes requièrent énormément. Élaguer est très bénéfique pour la vigne. Cela consiste à favoriser les branches principales et à couper les autres pour diriger toute l'énergie de la vigne vers les rameaux les plus productifs. Autrement, vous obtenez beaucoup de feuilles, mais très peu de fruits. Quand le rythme de la vie s'intensifie après l'arrivée d'un enfant, ou pour des raisons professionnelles, il est essentiel de définir les priorités dans son mariage, ce qui implique d'élaguer certains domaines de sa vie pour en privilégier d'autres. Les couples qui ont des enfants consacrent tellement de temps et tellement d'énergie à prendre soin d'eux qu'ils peuvent aisément en arriver à négliger leur mariage. Et ce qui arrive souvent, ce sont les enfants qui en souffrent le plus, parce que leur propre sécurité est profondément liée au mariage de leurs parents. Un participant au parcours nous a dit un jour « Je viens de comprendre que la meilleure façon d'aimer mes enfants est d'aimer ma femme. » Quand le rythme de vie s'accélère, le couple ne peut survivre que s'il apprend à prioriser sa relation de couple avant toutes les autres exigences de la vie. J'ai épousé un homme qui travaille beaucoup et qui aime énormément son travail. Je suis avocat et c'est un boulot qui demande beaucoup de temps. C'est une difficulté sur laquelle nous devons travailler tous les deux constamment. Je travaillais sur un dossier et les délais étaient très serrés. Je me souviens très bien que Stéphanie m'a téléphoné. Elle m'a dit « Tu as le temps de me parler ?» Et j'ai répondu « Non ». Plus tard, elle a voulu me rappeler. J'ai pris le téléphone et je lui ai dit tout de suite « Non, je ne peux pas te parler maintenant ». Je lui ai presque raccroché au nez. Je me sentais vraiment abandonnée parce que vous pouvez prévoir que l'autre ne soit pas là, mais vous ne prévoyez pas qu'il ne prendra même pas le temps de vous répondre. Je dois mieux planifier mon temps et comprendre que ce n'est pas parce que j'ai des responsabilités professionnelles que mes responsabilités envers ma femme et ma famille sont reléguées à l'arrière-plan ou n'existent plus. Chaque fois que nous avons tendance à mener notre vie de façon un peu trop individuelle et non comme une équipe, nous finissons par nous éloigner l'un de l'autre. La troisième analogie avec la culture viticole est le soutien. Pour s'épanouir, les vignes ont besoin d'être soutenues. Pour produire de bons fruits, il est essentiel d'investir dans un treillage de qualité et bien entretenu, avec des câbles en fer et des poteaux. De la même façon, un mariage a besoin de soutien pour traverser les défis et résister tout au long de la vie. Un mariage ne peut pas survivre en isolement.
Ce réseau de soutien comprend des amis et des parents, ou un couple plus âgé dont nous pouvons nous inspirer. Mais en plus du soutien d'autres personnes, il est essentiel que les conjoints s'apportent un soutien mutuel. Nous aurons tous des épreuves à traverser. Cela pourrait être une maladie grave, de l'insécurité financière ou professionnelle, éventuellement l'absence d'enfants ou leur départ après les études, ou prendre soin d'un parent âgé et encore bien d'autres défis. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à passer du stade de l'éducation de jeunes enfants à celle d'adolescents. Je n'ai pas trouvé mes marques avec les ados aussi spontanément que Nikki. Et j'ai vraiment eu besoin de son aide pour ne pas tomber dans une angoisse ou un contrôle excessif, pour les écouter et leur laisser la liberté de gagner en indépendance. Et le soutien de Nikki a fait une énorme différence pendant cette période. Si nous cherchons à affronter nos peurs et nos épreuves tout seuls, alors nous nous éloignons l'un de l'autre et nous commençons à nous sentir seuls dans notre mariage. En revanche, si on se soutient mutuellement, les épreuves que nous traversons ensemble peuvent nous rapprocher. Je m'appelle Pam et voici Neil. Oui, Nous nous sommes rencontrés... quand nous avions 20 ans. Oui, c'est vrai. Il y a 29 ans donc, en Écosse, sur la côte est de Fife. La plus grande épreuve pour nous a été de ne pas pouvoir avoir d'enfants, alors que nous nous étions mariés tous les deux en imaginant construire une famille. Mais cela n'a pas été le cas. C'est vrai qu'une femme a souvent le désir inné de porter un enfant, d'être une mère. Je crois que le plus dur a été de devoir renoncer à notre rêve. On a dû traverser cela ensemble. Je m'étais sans doute imaginé certaines choses pour l'avenir, comme conduire ma fille jusqu'à l'hôtel le jour de son mariage, ou fêter le diplôme de mon fils, ou autre chose. Quelqu'un m'a donné un conseil très utile un jour où j'exprimais toute ma peine sur le sujet. La personne m'a dit « Tu sais, il n'y a pas que tes bras qui restent vides, Pam. Il y a aussi les bras de Neil. » Au lieu de me concentrer sur moi, j'ai alors tourné mon attention vers Neil et cela nous a aidés. C'est vrai, il y a eu des moments où j'ai vraiment dû puiser au plus profond de moi pour la soutenir, parce que j'étais à deux doigts de m'effondrer parfois. Moi aussi. Et cela nous a vraiment... Rapprochés. Ouais. J'ai pu voir que Neil était là pour moi et que je pouvais entièrement compter sur lui. C'est un homme solide, même s'il a connu ses propres moments de fragilité. Je pense que tu étais solide quand j'avais besoin que tu le sois. Et nous avons vraiment dû veiller à communiquer honnêtement, l'un envers l'autre, parce qu'il aurait été très facile de tout garder pour nous ou d'en vouloir à l'autre. Il est certain que cela nous a rendus plus forts. Oui. Nous vous invitons à ouvrir votre manuel pour le prochain exercice « Traverser les épreuves » et parler des épreuves que vous avez traversées ensemble par le passé. Et quand vous l'aurez fait, identifiez la principale difficulté que l'un de vous ou tous les deux devez traverser et demandez à votre conjoint « Comment puis-je te soutenir pour traverser cette difficulté ?»
La quatrième analogie avec la culture de la vigne est le renouvellement. Après la période de croissance, quand il ne reste sur la vigne que le cep et quelques branches nues, un œil non averti pourrait penser qu'il ne se passe plus grand-chose jusqu'à l'apparition des bourgeons au printemps. Mais ce n'est pas le cas. C'est une période essentielle pendant laquelle la vigne concentre son énergie sur l'approfondissement de ses racines dans le sol. La vigne se repose pendant que ses racines sont nourries avec du compost pour renouveler ses forces et produire à nouveau une bonne récolte l'année suivante. Notre mariage a aussi besoin de périodes de renouvellement. On pense parfois que plus le mariage dure, plus l'étincelle s'éteint et moins il y a d'amour entre les époux. Mais ce n'est pas vrai. En vieillissant, la vigne continue de produire des bons fruits et du bon vin pendant des décennies, tant qu'elle est bien entretenue et que ses racines sont nourries. C'est la même chose pour le mariage. Le renouvellement implique de ne jamais cesser de nourrir notre relation, tout spécialement quand elle entre dans une nouvelle saison. Pour renouveler la relation, il faut être prêt à parler de nos besoins et de nos désirs individuels, à partager avec l'autre nos espoirs pour l'avenir de notre couple. Cela nécessite de ralentir et de prendre le temps de décider des changements qu'on veut opérer, supprimer ou éventuellement commencer certaines activités afin de passer plus de temps ensemble ou commencer par prendre peut-être de nouvelles habitudes dans son couple pendant un jour ou bien la semaine ou l'année pour renforcer ou restaurer notre relation entre nous deux. Si votre couple traverse des difficultés, nous voulons vous encourager. Restaurer votre relation est possible. Vous avez peut-être la douloureuse impression qu'un mur invisible a réussi à s'ériger entre vous, le plus souvent constitué de petites choses, de blessures et d'incompréhensions qui se sont accumulées étape par étape, progressivement. Toutefois, nous avons constaté que lorsque les couples investissent dans leur relation, la situation change radicalement. Et alors, ils expérimentent une complicité et une intimité nouvelles. Il y a eu une période dans notre mariage où on a commencé à s'éloigner. Et on a fini par se séparer pendant 8 mois. Notre absence de communication avait construit un mur entre nous, et chaque fois qu'on visait l'autre avec une pique ou une critique, on ajoutait une nouvelle brique jusqu'à ce que, finalement, le mur soit si haut qu'on ne parvienne même plus à voir de l'autre côté. C'est en communiquant que nous sommes parvenus à détruire ce mur. En prenant conscience que nous nous aimions vraiment et que nous voulions que ce mariage fonctionne. Et puis, il a fallu faire preuve d'humilité, reconnaître nos erreurs et les assumer. Ensemble, on a déconstruit ce mur, brique après brique, jusqu'à ce qu'on puisse se voir à nouveau, vraiment. Moi, je devais comprendre que je voulais réellement que notre mariage fonctionne. Mais il fallait que quelque chose change dans notre attitude l'un envers l'autre. On devait rétablir la confiance entre nous, pour commencer. Oui. Puis communiquer et se séduire à nouveau. Rire ensemble. Et prendre le temps de reconstruire quelque chose d'agréable. Oui, c'est vrai, on ne riait plus ensemble et on a réappris à rire. Le prochain exercice offre l'occasion de faire le point sur votre relation. Nous vous encourageons à être honnête. Le but est de prendre un instantané de votre relation pour souligner ce qui va bien et aborder également ce qui va moins bien. Et n'en profitez pas pour critiquer et attaquer votre conjoint. Au contraire, prenez plutôt du recul pour observer les tendances dans votre relation et voir ce que vous pourriez modifier dans l'intérêt de votre mariage. Prenez donc l'exercice Le point sur notre relation dans votre manuel. Notez un chiffre à côté de chacune des 20 affirmations. 0 si cette affirmation n'est jamais vraie, 1 si elle est rarement vraie, etc. Puis, suivez les instructions de la page suivante. Faites-le chacun séparément. Lorsque vous aurez terminé, montrez vos réponses à votre partenaire et discutez-en. Nous vous laissons 30 minutes pour faire cet exercice plus long. Et ne vous inquiétez pas, si vos scores sont faibles, ils peuvent évoluer rapidement, déjà après cette première rencontre.
Vous avez peut-être été surpris ou choqué en découvrant les réponses de votre conjoint. Que ce soit le cas ou non, vous devez savoir qu'il est toujours préférable d'en parler ensemble et d'aborder librement ces sujets. Parce que si vous en discutez, vous pourrez bien mieux vous comprendre et mieux cerner où vous devez apporter du changement. Nous consacrerons le reste de cette rencontre à 2 mesures spécifiques que nous pouvons tous appliquer sans attendre pour consolider ou restaurer notre propre relation. La première est de dégager du temps pour notre couple de façon régulière. Et la seconde est de prendre soin l'un de l'autre. Consacrer du temps aux personnes les plus importantes de notre vie n'est pas automatique, mais requiert une décision consciente. Il est si facile de dire « on passera du temps de qualité ensemble la semaine prochaine ou le mois prochain, quand l'agenda sera moins chargé, et puis la semaine et le mois suivant sont tout aussi chargés ». Il est étrange qu'on trouve toujours le temps de faire face aux urgences professionnelles, mais qu'on ne prenne pas de temps pour notre conjoint. Priver le mariage d'un temps de qualité à 2, c'est un peu comme priver une plante d'eau. Certaines plantes survivent plus longtemps que d'autres, mais sans un apport d'eau, toutes finissent par flétrir et mourir. Et pour qu'une relation s'épanouisse et continue de croître, nous devons passer régulièrement du temps de qualité à 2. Les effets de ces moments sont multiples. Ils entretiennent la joie, l'amitié et l'amour. Ils nous permettent de mieux nous apprécier et ainsi nous comprendre l'un l'autre. Et ils nous donnent l'occasion de communiquer régulièrement et sérieusement. Cela n'a pas été immédiat, mais on a fini par comprendre que si nous voulions partager ces moments ensemble, on devait les organiser. On a donc réservé du temps pour une activité agréable à faire ensemble pendant la semaine. On l'appelle notre soirée romantique et nous la mentionnerons ainsi dans le parcours, même si parfois nous l'organisons à un autre moment de la journée. Et nous pensons que c'est probablement la mesure la plus significative que nous ayons prise au fil de toutes ces années, pour entretenir la flamme et approfondir la relation. Ce rendez-vous romantique est pour nous un moment de détente et d'amusement qui nous offre aussi l'occasion de sortir de la routine. Il inclut toujours un repas. Parfois, nous restons en tête-à-tête à la maison. Nous préparons un bon plat, créons une ambiance romantique avec des bougies et de la musique, ou nous regardons un film ou une émission qui nous plaît à tous les deux. Quand nos enfants étaient petits, nous attendions qu'ils soient couchés. Une fois ados, nous les envoyions dans leur chambre. Et parfois même, il nous arrive d'aller dîner au restaurant ou aller au cinéma, ou de pratiquer une autre activité que nous aimons tous les deux, comme une promenade, une partie de tennis, un pique-nique dans le parc en été, une balade à vélo ou visiter une exposition. Le plus important est de ne pas placer la barre trop haute. L'activité ne doit pas forcément être coûteuse. Une fois, nous avons simplement été boire un café. J'aime un bon resto, mais bon, c'est mon mari qui tient les cordons de la bourse. Un bon repas, un café, un bon repas, un café. C'est vrai. Cela nous rappelle les personnes que nous étions avant de nous marier et tout ce qui nous a attirés l'un vers l'autre. Ça fait vraiment une grande différence pour nous. Il suffit que ce soit différent des soirs ordinaires. Commander un repas ou te mettre au fourneau, t'as jamais fait? Non, cela n'arrive jamais. Chaque semaine, on organise notre soirée à 2, on sort et on va boire un verre pour simplement passer du temps ensemble et parler. Il y a de beaux sites à visiter ici au Mexique appelés Pueblos Mágicos, ce qui veut dire... Ville magique. Ville magique, oui. C'est quelque chose qu'on adore faire. Notre fils nous a montré comment utiliser Netflix, donc notre monde s'élargit. Oui, s'élargit. C'est non négociable. Le lundi, tout le monde sait que Marky et Princey sont indisponibles. Personne ne peut nous contacter. Certaines soirées ont été un fiasco, mais même les ratés valent la peine. À la Saint-Valentin, on a voulu aller voir ce film. C'était un film d'horreur et on a tenu à peine 10 minutes. J'en pouvais plus. Pour toi, c'était pire. Une vraie torture, c'était horrible. Mais on en parle encore. Oui. L'une de nos sorties les plus mémorables pour moi, c'est quand Nicky a voulu me faire la surprise d'aller voir en plein air la célèbre pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. J'adore les surprises. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai découvert qu'il avait réservé des places debout. Donc les places les moins chères. Autrement dit, il fallait rester debout pendant toute la durée de la pièce. Et même si j'apprécie Roméo et Juliette, c'est une longue pièce. On a fini par rester en plein air environ 4 heures debout. En fait, une fois sur place, j'ai alors constaté qu'en payant juste un peu plus, on aurait pu avoir une place assise et couverte. Et il avait aussi préparé un délicieux pique-nique qu'on a dû manger assis par terre directement sur le béton, tout ça pour ne pas perdre notre place près de la Seine. Peu importe, cette soirée restera gravée dans ma mémoire et je l'ai beaucoup aimée. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimée. Donc, d'après notre propre expérience, investir dans ce rendez-vous hebdomadaire empêche le mariage de devenir terne, ennuyeux et monotone.
Il nous empêche de considérer notre relation comme acquise et nous aide à rester proches. C'est un principe très simple, mais dont l'impact est vraiment considérable. Ce genre de rendez-vous fait toute la différence dans le bénéfice que nous obtenons dans notre relation de couple. Voici donc 3 conseils qui nous ont vraiment aidés à établir et maintenir ce rendez-vous hebdomadaire. Nous savons qu'on doit le planifier, le prioriser et le protéger. Donc le premier conseil est de planifier. Nous vous suggérons d'inscrire ensemble ce moment de qualité dans votre agenda, comme pour tout autre rendez-vous social ou professionnel. Nikki et moi nous sommes fixés pour règle d'or de ne jamais modifier la date de notre rendez-vous sans avoir consulté l'autre. Le second conseil est de prioriser ces moments. Cet engagement est donc le plus important pour nous chaque semaine. Il a la priorité sur toutes les autres activités. Le travail, les sorties avec des amis, faire du sport, regarder la télé, l'entretien de la maison et même nos propres enfants. Non pas que toutes ces activités ne soient pas importantes, mais si cette soirée spéciale n'est pas une priorité, elle sera écartée au profit de toutes ces autres choses. Et le troisième conseil est de protéger ces moments des choses externes qui ne demandent qu'à conspirer pour l'entraver, que ce soit les autres personnes, nos téléphones ou Internet et les réseaux sociaux. Ces distractions sont différentes selon les couples. Pour nous, c'est principalement le téléphone. Nous avons réalisé qu'il fallait savoir éteindre notre portable et même le ranger pour ne pas être constamment distrait par toutes ces notifications qui apparaissent à l'écran. En agissant comme cela, nous disons à l'autre « Tu es la personne la plus importante à mes yeux et je t'accorde toute mon attention. » Tout mariage exige des efforts et de la créativité. Quand on y pense, les efforts et la créativité sont précisément ce que beaucoup manifestent au début de leur relation, mais plus nécessairement une fois mariés. Or, si nous cessons de faire des efforts, nous risquons de perdre la complicité qui était la nôtre. Je m'appelle John, et voici Sally. Nous nous sommes rencontrés à l'université en 1959. J'avais vu sa photo. Il jouait dans une pièce à l'université du Wisconsin où nous étudions. Et il m'avait bien plu. À propos de temps de qualité, je crois qu'il était trop occupé. Nous avons fait ce que nous pouvions pour y remédier, mais ce n'était pas toujours possible. Il y avait des périodes où je travaillais jusqu'à 65-70 heures par semaine. Je me souviens que pendant très longtemps, on communiquait, oui, mais uniquement sur des questions très pratiques. Et je me souviens d'un jour, c'était la première fois qu'on prenait des vacances sans les enfants, on avait trouvé un jeune couple pour garder les enfants, et nous sommes partis tous les deux au Mexique. Je me revois encore, assis dans le restaurant de l'hôtel, en train de la regarder et de me dire, au fond, je ne connais pas du tout cette personne. C'était comme si on s'était connus au début, avant que tout un tas de choses s'immiscent entre nous et qu'on cesse de parler des sujets vraiment importants. Je crois qu'à un certain stade, le mariage aurait fini par s'user en quelque sorte, et ça aurait été la fin. Je ne m'en souviens pas de façon aussi significative que toi. Mais je suis heureuse que ça se soit produit. J'ignorais que c'était à ce point déterminant. C'était un peu comme un électrochoc. D'une certaine façon, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre mariage. Parce que depuis notre retour de ce voyage, on réserve toujours du temps pour notre couple pendant la semaine. Pour parler tous les deux d'autres choses que les enfants, l'école, le travail, la liste des courses et toutes ces choses du quotidien. Je me suis souvent demandé ce qui serait arrivé si nous n'avions pas vécu ce moment et s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience. Ça a été un moment vraiment incroyable. Le prochain exercice dans votre manuel s'intitule « Moments clés à deux ». Décrivez à votre conjoint quels ont été les moments préférés que vous avez vécus ensemble en tant que couple. Et soyez précis et décrivez où et quand ces moments se sont produits, ce que vous faisiez et pourquoi c'était si particulier pour vous. Et parlez chacun à votre tour, car vous pourriez bien être surpris par ce que vous allez entendre.
La seconde mesure à prendre pour consolider ou restaurer votre relation, et que vous pouvez appliquer dès à présent, consiste à prendre soin de votre conjoint. Prendre soin de l'autre consiste à chercher à répondre à ses besoins émotionnels, tels que l'affection, l'encouragement, le soutien, le réconfort, etc. Et le résultat sera d'établir un lien émotionnel entre vous. Nous aspirons tous à être connus et aimés d'une autre personne. C'est un peu comme si nous avions un vide intérieur qui ne peut être comblé que par l'amour et l'attention d'une autre personne. Et lorsque cet espace reste vide, nous nous sentons seuls. Une nouvelle cuisine, une promotion au boulot ou des vacances aux Caraïbes ne combleront pas ce vide. Parce que nous sommes faits pour des relations intimes. C'est pourquoi, quand nous tombons amoureux, ce vide intérieur se remplit. Les 2 premiers chapitres de la Bible décrivent de manière fascinante que nous sommes intrinsèquement relationnels. Après chaque étape de la création, Dieu dit dans le chapitre 1 « Cela est bon ». Mais soudain, au chapitre 2, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Et quand Dieu crée Ève et la présente à Adam, celui-ci s'écrie spontanément « C'est l'os de mes os, la chair de ma chair ». Enfin quelqu'un comme lui, quelqu'un qui le comprend, avec qui il peut développer une relation et qui l'attire beaucoup. Le vide à l'intérieur d'Adam est comblé sur le champ. Et quand on nous connaît intimement, quand on est aimé d'une autre personne, alors nous ne sommes plus seuls. Toutefois, nous devons entretenir cette unité. Quand le premier amour s'éteint, nous pouvons à nouveau nous sentir seuls. Pour continuer à remplir ce vide intérieur, nous devons reconnaître nos besoins émotionnels respectifs et y répondre. Toute notre vie, nous avons besoin d'aller vers les autres et nous avons besoin qu'ils nous répondent. La théorie de l'attachement de l'enfance s'applique au mariage en ce sens qu'elle nous apprend quelles sont nos fragilités et nos besoins, et que ces fragilités et ces besoins perdurent à l'âge adulte. Elle nous décrit le drame qui se joue dans les relations amoureuses. La conséquence de l'incapacité des conjoints à reconnaître leurs besoins émotionnels mutuels est qu'ils vont s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre. Ce que montrent toutes nos recherches depuis des années, c'est que le problème fondamental dans l'échec d'un mariage, ce n'est pas le conflit. Tout le monde a des conflits, chacun est différent. Le véritable problème, c'est la rupture émotionnelle. C'est la solitude qui détruit les mariages. Cela rend les gens fous de se trouver dans une relation, d'aspirer à cette intimité, cette unité, de s'attendre à une forme de proximité, mais de constater que l'autre est hors de portée. Le plus fascinant, c'est que ces besoins ne sont pas compliqués. Non, mais ils sont émotionnels. Et il faut y répondre au niveau émotionnel. Il y a 2 façons d'agir dans le mariage. Nous pouvons être réactifs ou proactifs. Nous sommes réactifs lorsque nous focalisons sur les défauts de l'autre, sur ce qui nous irrite le plus dans son comportement. Cette attitude nous éloigne et le lien entre nous se distend et se rompt. Nous sommes proactifs lorsqu'on se concentre sur les besoins de notre conjoint. Une attitude qui nous rapproche l'un l'autre parce que nous nous sentons tous les deux aimés. Or, quand nous nous sentons aimés, nous avons aussi envie d'aimer. En étant proactifs, on rétablit le lien. David et Teresa Ferguson nous ont beaucoup appris sur la satisfaction de nos besoins émotionnels. Je me souviens de David qui nous a décrit le changement radical survenu dans leur mariage. Les 15 premières années de notre mariage, je me suis concentrée sur les torts de Teresa et mes besoins. Mais ces 15 dernières années, je me suis concentrée sur mes torts et les besoins de Teresa. Et notre mariage en a été transformé. Nous éprouvons tous des besoins émotionnels, mais généralement ils ne sont pas identiques à ceux de notre partenaire. C'est pourquoi, pour prendre soin de notre conjoint, nous devons découvrir ce qui est le plus important pour lui. Nous habitons à Pékin. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Et nous avons 2 enfants. Avant, j'ignorais comment l'écouter et répondre à ses besoins. Quand elle me confiait ses sentiments, j'étais très perplexe, parce que j'ignorais comment y répondre correctement. Un jour, elle avait mal à l'estomac et elle est venue m'en parler.
Elle répétait « Chérie, j'ai mal à l'estomac ». Comme je suis très rationnel, je me demandais ce qu'il fallait faire pour soulager un mal d'estomac. Devons-nous aller à l'hôpital ou attendre que ça passe? Elle m'a dit « Tu pourrais dire quelque chose pour me réconforter ». J'ai répondu « Peux-tu m'apprendre? Comment puis-je te réconforter pour que tu sois contente ?» Mais elle s'est fâchée contre moi en disant « Tu ne sais même pas comment me réconforter ?» J'ai découvert qu'écouter l'autre et lui répondre peut se révéler très facile en réalité. Alors j'ai commencé à répéter ses mots, à affirmer ses sentiments et à lui demander « Comment puis-je t'aider ?» Elle était très encourageante. Elle me disait « Oui, exactement, de cette façon. Quand tu agis de cette façon, je me sens comprise parce que tu entres dans mon univers. » J'ai commencé à faire pareil pour exprimer mes sentiments et là, elle a eu un choc. J'ai compris que je n'étais pas la seule à éprouver cette frustration. Lui aussi était isolé dans son propre univers émotionnel. Et là, j'ai senti que nos deux cœurs s'étaient enfin rejoints. Il est très facile de passer à côté des besoins émotionnels qui comptent le plus pour notre conjoint ou de donner ce que nous désirons le plus recevoir. Or, s'efforcer d'aimer de la mauvaise façon peut générer de la frustration et de la colère au lieu du sentiment d'être aimé. C'est comme tenter de remplir un verre, mais viser à côté. Nos efforts seront gâchés. C'est ce qui se passe quand nous ignorons quels sont nos besoins réciproques. Et nos besoins à chacun évoluent avec le temps. Ce qui comptait le plus au début de notre histoire d'amour ou peu après le mariage peut être très différent aujourd'hui. Et on ne doit pas partir du principe que notre conjoint connaît automatiquement nos attentes. Nous devons lui en parler. Nous vous proposons donc de faire un exercice pour découvrir à quel point vous connaissez les besoins de votre conjoint. Vous le trouverez dans votre manuel sous l'intitulé « Te connaître, me connaître ». Donc, regardez la liste des 16 besoins ou désirs et, dans la colonne A, notez les 3 plus importants pour vous et classez-les par ordre d'importance. Certains se chevauchent entre eux, donc choisissez les 3 qui expriment le mieux vos attentes. Ensuite, dans la colonne B, devinez quels sont les 3 premiers pour votre conjoint par ordre d'importance. Mais faites-le sans regarder les réponses de votre partenaire et, lorsque vous aurez terminé, comparez ensemble vos réponses.
Nous attirons maintenant votre attention sur le volet pour poursuivre la discussion dans votre manuel. Après cette rencontre, nous vous proposons 2 sujets. Le premier porte sur la façon d'établir un équilibre entre le temps que vous passez en couple et le temps que vous passez séparément. Le second, sur la façon dont vous pouvez répondre à vos besoins émotionnels dans la pratique. Nous vous conseillons de prendre assez de temps pour creuser ces questions ensemble avant la prochaine rencontre, parce que ces réflexions vous permettront de consolider votre relation. Et pour clore chacune de ces rencontres, nous voulons prier brièvement pour vous. Alors, restez simplement tel que vous êtes pendant que nous prions. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'amour, le Dieu qui a créé le mariage pour nous. Merci de nous avoir donné l'un à l'autre. Nous te demandons d'aider chaque conjoint à grandir dans la compréhension de son partenaire et à identifier les besoins de l'autre pour que leur amour devienne plus fort et plus profond. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous espérons que les temps d'échange pendant cette rencontre vous ont été utiles et conduiront à d'autres échanges profitables pendant les prochains jours. Merci de votre participation. Rendez-vous à la prochaine rencontre. C'était quoi la question, Jo? Oui, je ne savais pas où regarder. Et je me sentirais vraiment aimé. C'était quoi la question? Tu peux me répéter la question? Répète ce que tu as dit. Donc je regarde Joe dans les yeux ou la caméra? Je sais. Oui, je sais, je veux seulement... L'équipe nous regarde là et ils se disent on n'avait pas besoin d'en savoir autant sur eux.